Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir cette table ronde ce matin, qui est la dernière organisée par The iStalk, qui nous ont accompagnés toute la semaine pour penser l'image, penser la photographie. Ce matin, c'est Vincent Marcilassi qui l'anime. Et la thématique qu'on vous propose ce matin, c'est le livre photo, une pratique nécessaire. Alors, je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation dans la question. Il peut y avoir un point d'interrogation, voilà. à la fois d'exclamation et d'interrogation. Voilà, moi j'assume le fait qu'il y a un point d'exclamation. C'est évidemment une pratique nécessaire et j'imagine que c'est ce que vous allez évoquer ce matin. Donc en parlant justement du livre photographique, je voudrais simplement rappeler à quel point pour nous, aux Rencontres d'Arles, il est important et nécessaire qu'il soit présent et défendu et soutenu au sein des Rencontres d'Arles. On le fait vis-à-vis un certain nombre de prix, notamment les prix du livre, dont je salue aujourd'hui Delphine Mangeard qui a créé la maison d'édition Palais Books, dont le premier livre édité, imaginez-vous, a été lauréat du prix du livre phototexte. C'est quand même historique dans l'histoire des rencontres, donc je pense que ça mérite d'être salué, qui tient cette merveilleuse librairie en centre-ville. Oui, on peut l'applaudir, parce que c'est un travail et un investissement extrêmement important et qui a été réalisé avec beaucoup de talent. Donc c'est le livre de Smith et dont Yann Linsart est l'éditeur. Alors ça, bon, c'était finalement, j'avais pas prévu de le dire, donc voilà, mais c'est fait. Donc oui, le livre est important à Arles. Il est important donc au sein des prix du livre qui soutiennent et qui donnent de la visibilité au prix des livres, aux livres, mais il est important aussi dans la participation, dans les échanges, dans les rencontres entre les éditeurs, entre eux, entre les éditeurs et les photographes, entre les éditeurs et le public. Et on est très heureux d'avoir pu renouer cette année avec la Arles Books Fair, qui s'est tenue dans 2 lieux, au Capitole et au Collège Saint-Charles, et qu'on a organisé cette année avec l'association des éditeurs France Photo Book, dont Vincent, par The Eyes, fait partie. Voilà, pour nous, les rencontres, c'est aussi ça. C'est aussi un espace de rencontre entre tous ceux qui défendent et soutiennent la photographie, et où on peut, à travers un certain nombre d'espaces d'espaces physiques et d'espaces de temps, pouvoir penser et parler autour de projets et de photographie. J'en dirai pas plus parce que j'adore le livre photographique et j'ai envie de passer des heures à en parler, et c'est pas moi que vous avez envie d'entendre. Donc je vais laisser la parole à Vincent qui va vous présenter l'ensemble des intervenants autour de la table, et je vous souhaite une très belle rencontre. Merci Aurélie de cette introduction. Merci aux rencontres d'accueillir ces rencontres, ces conversations autour de la photographie qu'on a pu présenter et animer. Alors effectivement, on est éditeur nous-mêmes à The Eyes. On fait partie, comme Aurélie l'a précisé, d'une association de livres photo indépendants qui s'appelle France Photo Book, qui avec les rencontres, a organisé la Arles Books Fair. Donc voilà, on est au cœur de ce qui nous préoccupe. On est au cœur d'un outil, le livre photo, qui est aujourd'hui de plus en plus à la portée des artistes pour promouvoir leurs travaux, parfois promouvoir leur carrière, accompagner leur progression dans l'univers de la photographie, des festivals, des expositions, des institutions et du public. Là, ce qui ne va pas tant nous intéresser aujourd'hui, c'est pas tant l'utilité, je dirais, du livre photo pour le photographe et la progression de son activité, mais c'est plutôt l'importance du livre de photographie pour accompagner, défendre, bousculer des idées au cœur de festivals comme ici, mais de façon plus large, auprès d'un large public, pour essayer de faire bouger un certain nombre de lignes sur des sujets importants. J'ai voulu avoir à mes côtés aujourd'hui 5 personnes clés dans ce dispositif on va dire d'action manifeste, 2 personnes qui ont eu l'honneur ou qui ont fait l'honneur de participer au jury du prix du livre. Donc, à nouveau, elle aura été citée 2 fois, Delphine Mangeard.
qui a été dans le au préjury, oui, tout à fait, tu as raison, au préjury, pardonnez-moi, qui abordera avec nous 3 coups de cœur qu'a eu Delphine sur cette question précisément de la manière avec laquelle le livre peut se faire manifeste de différents sujets. À sa gauche, et donc Delphine, qui est éditrice, on l'a dit, mais surtout animatrice aussi d'un lieu de mise en avant du livre avec la librairie Le Palais, pas loin d'ici, près de la place du Forum. À sa gauche, Sergio Valenzuela Escobedo, j'espère que je ne trahis pas la prononciation de son nom, qui est artiste et commissaire d'exposition, qui présente ici une exposition au Méjean, assez engagé sur des problématiques environnementales et qui a participé également à ce pré-jury avec son regard et choisi aussi de mettre en avant 3 livres qui défendent pour lui, qui sont une argumentation, une défense de cette problématique. À ma droite, une artiste et éditrice, également exposée dans le cadre des rencontres d'Arles avec un projet personnel lié à l'environnement aussi, dans le cadre de cette exposition qui est présentée à Croisière. Et j'ai invité Léa Abourdin donc, à présenter, elle, un livre d'artiste édité en tant qu'éditrice, avec un photographe, avec un artiste qui est plus sur la position de comment est-ce que l'objet d'artiste, l'objet éditorial d'artiste peut accompagner aussi de façon manifeste comme ça une problématique sociétale, en l'occurrence, comme on le verra, environnementale. Et last but not least, 2 artistes à l'extrémité droite, gauche pour vous de l'Assemblée, Camille Garbi, photographe, et Aymeric Luisset, également photographe, qui viennent de sortir il y a quelques semaines ou quelques jours, je crois pour toi Aymeric, hein, c'est vraiment tout chaud, de nouveaux projets éditoriaux. Alors il se trouve qu'il y en a un qui est édité par The Eyes, hein, c'est un hasard du calendrier ou de ces questions de société, puisqu'on n'est pas, ce n'est pas bien évidemment ici notre tribune, mais on considérait que c'était un exemple d'objet manifeste important sur ces questions-là. Et donc Camille Garbi qui a sorti un ouvrage important sur les féminicides et violences conjugales, et Aymeric Luisset qui sort un nouveau livre autour de l'Ukraine. Alors je vais commencer par demander à notre charmant régisseur de bien vouloir me mettre l'écran, s'il te plaît, en place. Et je vais commencer avec toi, Aymeric. Alors tous les sujets de société sont importants, hein, les questions d'environnement, les questions des violences conjugales, etc. Mais bien évidemment, on est aujourd'hui, depuis quelques mois, et encore malheureusement pendant quelques mois, peut-être quelques années, confronté à la guerre, confronté à la problématique de l'Ukraine, et confronté à tout ce climat, je dirais, social, humain, très très problématique là-bas. Aymeric, tu as en 2014 été à Maïdan, à l'époque de cette révolution, de ces moments de révolution-là, dont tu as fait un premier livre manifeste dans tous les sens du terme, hein, puisque c'était un objet, mais qui a aussi eu sa plasticité ou sa matérialité sur les murs. Et tu es retourné en Ukraine il y a quelques mois pour réaliser, on va dire malheureusement, un deuxième volet de ce travail, et réaliser sous la même forme, hein, d'une certaine façon, un second objet qui essaie de traduire la manière avec laquelle il faut donner la parole et donner à voir l'action de ces acteurs de la révolution en 2014 ou du conflit, là cette fois-ci en 2021-2022. Est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de ce projet? Alors, pas tant hein, le projet photographique qui est important, même s'il faut l'introduire, ou le projet artistique globalement, parce qu'il y a aussi un certain nombre de témoignages, mais la manière avec laquelle tu as, la première fois et la seconde fois, décidé de traduire ça par le livre, par cet objet manifeste particulier. Alors, merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement introduire un peu le projet et ce qui m'a amené notamment à travailler en Ukraine, puisque fin 2013, j'avais jamais mis les pieds en Ukraine, j'avais aucune affinité particulière avec l'Ukraine, je travaille surtout au Moyen-Orient.
Il a commencé à avoir ces manifestations sur la place principale de Kiev. Bon, j'ai suivi un peu comme tout le monde, j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai suivi un peu comme tout le monde dans les médias ce qui se passait. Et puis il a commencé à avoir les premiers morts par balle. Et là, je me suis dit, c'est pas juste des manifestations, on est sur autre chose. J'ai voulu comprendre ce qui se passait et j'ai fait pas mal de recherches dans les médias. Et là, je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. Du coup, j'ai vraiment voulu comprendre ce qui se passait et pour ça, j'ai décidé d'aller là-bas. Et je suis arrivé le jour précisément où le président a fui. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de président, il n'y avait pratiquement plus de gouvernement, il n'y avait plus de police, le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et j'ai voulu capturer ce moment de latence où tout paraissait possible, à travers 100 portraits de ces manifestants devenus révolutionnaires, et 100 questionnaires, puisque avant de les photographier, je leur ai donné un questionnaire où je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. Et du coup, ces portraits sont là pour capturer le regard, la présence, l'attitude de chacune de ces personnes et le questionnaire, leurs espoirs, leurs craintes dans ce moment justement où tout paraissait possible. Et ensuite, avec ces 100 portraits et ces 100 questionnaires, j'ai décidé d'en faire un livre que j'ai imprimé sur du papier journal. Et l'idée de l'impression sur papier journal, donc vous l'avez là, vous pourrez venir le regarder, excuse-moi Camille, venir le regarder à la fin. Donc format papier journal, imprimé sur rotative. Et l'idée de reprendre vraiment ce format journal avec le papier journal, c'était de faire référence aux médias, sauf qu'ici on avait directement la parole des protagonistes de l'événement. Ce qui permettait aussi de déconstruire plus facilement la propagande russe. Et ce livre, je l'ai également pensé comme une exposition. J'ai voulu reprendre en fait ce qui se faisait sur Maïdan, où il y avait des ateliers d'affiches, où les gens pouvaient faire des affiches, les coller, etc. Et ce livre, en fait, il a une reliure qui peut se retirer facilement. Et les expositions sont les pages du livre qui sont collées directement sur les murs. Donc que ça soit des expositions dans des centres d'art, que ça soit dans la rue, mais également 6 mois après la révolution de Maïdan. Donc j'ai été dans le Donbass, dans la région de Donetsk, et j'ai été collé pendant la nuit ces portraits et ces questionnaires de manière à montrer à ces gens qui étaient sous influence de la propagande russe qui étaient véritablement les gens de Maïdan. Il se trouve que je suis fréquemment retourné en Ukraine, puisqu'il y a beaucoup de gens que j'ai photographiés qui sont devenus des amis, parfois des amis assez proches. On est même partis en vacances avec certains ensemble après dans les Carpates, dans le sud de l'Ukraine. Et quand la guerre a pris cette échelle sur l'ensemble du territoire, fin février, du coup j'ai décidé de retourner là-bas, malheureusement. J'ai été retrouver ces amis, dont certains géraient des réseaux de résistance. Et je me suis intéressé du coup à cette résistance civile qui s'est mise en place. Donc, c'est-à-dire à la fois ceux qui prennent les armes, mais aussi ceux qui vont fabriquer des cocktails Molotov, ceux qui vont faire des filets de camouflage, ceux qui vont faire à manger, qui vont apporter la nourriture sur le front, ceux qui vont évacuer les blessés. Voilà, c'est toute cette population civile qui s'est mise en résistance, qui m'a intéressé. Donc, c'est cet autre livre qui est là. Alors, excuse-moi une nouvelle fois, Camille. Voilà. Et donc... ici, ce qui m'intéressait, donc, alors je les ai photographiés, là encore, mais cette fois-ci sur un fond assez neutre, mais je les ai photographiés de dos, cette fois-ci, pour préserver leur anonymat. Je les ai photographiés aussi de face, mais les portraits de face, pour l'instant, resteront invisibles, jusqu'à ce que la situation permettra de vous montrer leur visage, et j'espère bientôt. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc, je leur ai donné ce questionnaire aussi, avec ces deux mêmes questions. Et ici, ce qui m'intéressait, là encore, c'était de redonner la parole au protagonisme de l'événement, mais aussi l'importance ici de leur redonner la parole, c'était aussi de leur redonner d'une certaine manière le contrôle du récit de leur histoire, puisqu'on est sur un pays qui, pendant plusieurs siècles, dont l'histoire pendant plusieurs siècles a été racontée par la puissance dominante avec une approche colonialiste. Et donc, ils se sont fait déposséder de leur récit historique. Et du coup, l'idée, à travers ce projet, à travers ces questionnaires écrits de manière manuscrite par chacune de ces personnes, c'est leur donner la possibilité de se réapproprier leur récit
de la possibilité aux protagonistes de l'événement de se réapproprier leur récit historique. Et donc j'ai refait ce livre, imprimé sur papier journal. Ce livre qui, à nouveau, est une exposition, puisqu'on peut facilement retirer les pages du livre et les coller. D'ailleurs, j'ai fait un petit collage dans Arles, donc vous pouvez aller voir à certains endroits le collage. Et pour finir, je voudrais juste lire et vous inviter à lire, parce que souvent les gens ont tendance à se focaliser davantage sur les portraits que sur les questionnaires. Et pour moi, les questionnaires sont vraiment aussi importants que les portraits. Et je vais vous lire la réponse d'un questionnaire qui a été écrit par Yaroslav. Bonjour, je suis Yaroslav, j'ai 16 ans. Cet automne, je vais entrer à l'université. Je dois donc étudier assidûment de nombreuses heures par jour. Malheureusement, c'est la guerre dans mon pays aujourd'hui. J'ai été obligé de déménager de ma maison. Maintenant, ma mission principale n'est pas d'étudier, mais d'aider les gens qui sont proches des zones de combat et les forces militaires de mon pays. J'aimerais que les gens ne sachent pas ce qu'est la guerre et que tout aille bien maintenant. J'aimerais retourner à ma vie d'avant, revenir dans ma maison qui est sans doute complètement détruite. Je crois sincèrement à la victoire de mon pays. Les gens surmonteront les difficultés. Il ne peut en être autrement. Tout sera Ukraine. Merci. Merci Aymeric, merci Delphine pour la manipulation attentionnée. Qu'est-ce que tu attends, Aymeric, de la portée d'ouvrage comme cela? Alors tu as plus de recul avec le premier qui a été présenté, affiché, installé en Ukraine. Tu as peut-être déjà un petit recul avec ce nouvel opus-là. Qu'est-ce que tu en attends au-delà de la dimension, je dirais, artistique et éditoriale pure? Alors, l'avantage du livre, c'est que c'est beaucoup plus facile à diffuser. Les livres, on a décidé de les traduire en 6 langues, de manière à avoir un impact maximum. Et donc l'idée, c'est vraiment essayer de faire un objet qui, à la fois, donc, comme je disais, peut être utilisé comme exposition. N'importe qui peut faire l'exposition. Il suffit d'acheter le livre, ensuite le coller soi-même sur les murs. Mais c'est vraiment déconstruire la propagande, sensibiliser, ne pas oublier. Et c'est intéressant parce que quand j'avais fait mon livre sur Maïdan, sur le coup, on était vraiment dans le cœur de l'actualité, déconstruire la propagande russe, etc. À l'époque, d'ailleurs, quand j'ai fait mon projet sur Maïdan, c'est un des projets où j'ai reçu le plus de mails d'insultes, où j'ai reçu beaucoup de mails me disant que je faisais l'apologie des néo-nazis, que c'était une honte, que j'étais un fasciste, etc., etc. Alors, je me suis aperçu beaucoup de mails quand je googlais les noms qui venaient de sympathisants du Front National. C'est toujours intéressant de se faire traiter de fasciste par des gens, on va dire, qui sont eux-mêmes dans le fascisme. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'on voyait vraiment, justement, l'influence de la propagande russe sur une partie de la société, notamment la société française. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment, du coup, déconstruire ça. Et le livre, en 6 langues, du coup, on l'a diffusé aussi dans pas mal d'endroits. Quelles sont les 6 langues? Alors, sur le premier, on avait donc l'ukrainien, le russe, le français, l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Et sur le deuxième, on a remplacé le néerlandais par le polonais. Et ces projets ont été présentés dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Par exemple, Christian Kojol les avait présentés au Cambodge. Avait présenté le premier projet au Cambodge pour Photo Phnom Penh, et c'était assez intéressant parce que c'était quelques mois après des manifestations justement contre le régime en place au Cambodge qui avait fait plusieurs morts, et du coup Christian avait eu énormément de mal à trouver un lieu pour exposer le projet parce que les lieux voulaient pas forcément se mouiller sur ce projet. Donc c'est aussi comment ce projet aussi a pu avoir une résonance. Il a été présenté à Sarajevo pour le Warm Festival. Là encore, c'était intéressant, on était sur une vraiment déconstruction des schémas locaux. Il a été présenté à Alep, à l'époque où Alep était encore tenu par la rébellion. Donc un peu comme une note d'espoir pour la rébellion syrienne. Et ce nouveau sera présenté en Ukraine? Enfin, présenté. Alors c'est l'idée. Ou montrer, amener. Les gens qui sont dans ce livre m'envoient régulièrement des messages en me disant bon, il faut absolument qu'on le présente en Ukraine, etc. J'aimerais le présenter en Ukraine. Je ne sais pas encore
quand est-ce que je mettrai ça en place. Après, c'est toute la question de la pertinence de le présenter pour l'instant. Ce qui serait le plus intéressant, ça serait de le présenter, de faire un collage dans les villes qui sont sous occupation russe. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Donc, je suis en train d'y réfléchir actuellement. Mais, Et pourrait-il être présenté en Russie ? J'y ai beaucoup pensé sur le projet sur Maïdan. J'ai tenté. J'en ai parlé avec pas mal de personnes sur place. Et en fait, tout le monde m'a dit non, c'est pas possible, on ne pourra pas l'exposer. Ça sera pas possible en fait. Ça sera pas possible. Si on fait une exposition comme ça, elle sera immédiatement détruite. Mais précisément, sans que ce soit une exposition, puisqu'on parle de livres, est-ce que c'est pas plus facile de diffuser un livre que de présenter une exposition quelque part dans ce type de circuit, si tu veux. Le problème, c'est qu'il faut trouver des diffuseurs. Et une librairie qui accepterait de présenter ce projet-là en Russie, malheureusement, j'en ai pas trouvé. Mais j'aimerais beaucoup. Après, de manière générale, de toute façon, en le présentant en Europe, malheureusement, en Europe, la propagande russe a encore beaucoup d'écho. Il y a beaucoup de gens qui... par exemple, sur mon projet sur Maïdan, quand j'ai parlé de tous les mails d'insultes que j'ai pu recevoir, ça montre bien l'importance de la propagande russe. Et encore aujourd'hui, malheureusement. Donc du coup, l'idée de ces projets aussi, c'est essayer de déconstruire les regards, d'essayer de lutter contre ces propagandes. Et effectivement, le livre, de par sa diffusion qui est beaucoup plus facile, c'est aussi participer à cette déconstruction à travers cet objet. Merci beaucoup, Aymeric. Et bravo pour ce travail important qui est important pour tous ceux qui sont en Ukraine. Aujourd'hui de dos, j'espère un jour de face, voilà, pour affirmer tout ça. Donc ton livre est édité chez André Frères Éditions, on peut le voir ici, mais on peut le retrouver aussi dans le cadre de Arles Books Fair, dans l'un des deux sites qui est le Capitole, l'autre étant le collège de Saint-Charles. Tu parles de déconstruire le regard. La transition est assez simple avec toi, Camille, avec ton livre. Avec ton livre Faire face, histoire de violence conjugale, qui est, alors au-delà du travail, comme pour Aymeric, important, photographique, journalistique, d'enquête, de rencontres que tu as réalisées auprès de différents acteurs volontaires ou involontaires de ces situations dramatiques. Tu as choisi d'en faire la principale expression. On est un livre, ce livre qui est sorti il y a quelques semaines et qui rassemble 3 séries que tu as réalisées autour de ces violences conjugales. Une première qui s'appelle Preuve d'amour, qui rassemble des objets du quotidien utilisés pour commettre un certain nombre de féminicides. Une deuxième qui s'appelle Les monstres n'existent pas, qui va à la rencontre en images et en texte d'auteurs de féminicides ou autrices, on pourra en parler aussi. Et enfin, une dernière série qui s'appelle Une chambre à soi, qui montre comment on peut comment les femmes peuvent se reconstruire après des traumatismes particuliers. Au-delà de ce sujet très profond et très important pour la société, ce qui m'intéresse pour nos sociétés, ce qui m'intéresse aujourd'hui d'aborder avec toi, c'est comment un ouvrage comme celui-ci, avec ce propos-là, et qui mélange autant la photographie que le texte, tu pourras parler des témoignages importants et des récits importants, peut avoir une portée sur un public, je dirais, et encore une fois, là j'élargis vraiment le public à celui de la photographie pour être à la fois, pour aborder peut-être le public carcéral lui-même, mais le grand public. Alors peut-être parle-nous malgré tout un petit peu du projet pour nous faire rentrer dedans, mais voilà, surtout aborder cet aspect-là ensuite avec toi. Ouais. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc effectivement, merci pour cette présentation. Faire face, c'est un livre qu'on vient de terminer et qui rassemble donc 3 séries de photos que j'ai développées ces 4 dernières années, donc sur la thématique sur le sujet des violences conjugales. Donc un sujet difficile. Tout est parti d'un premier travail en fait que j'ai réalisé qui s'appelle Preuve d'amour, donc qui posait le constat de ces féminicides et qui questionnait l'inertie de cette situation, qui moi m'interrogeait beaucoup de constater que voilà, on est au courant, les choses se passent, il y a de la communication, il y a des actions, mais finalement les choses n'évoluent pas concrètement. Et moi, je me questionnais sur comment représenter, comment parler de ce sujet qui est si difficilement représentable, parce que très
très violent d'un côté et de l'autre côté très caricaturé presque dans sa représentation. Et donc est née cette première série Preuve d'amour qui est en fait un pas de côté où en fait pour aborder ce sujet j'ai pris le parti de passer par le biais le truchement des objets du quotidien qui sont détournés en armes de crime. Donc c'est un travail documentaire qui m'a demandé vraiment plusieurs mois de recherche vraiment journalistique que j'ai traduit de manière plasticienne avec toute une réflexion sur vraiment la question de la représentation, et c'est un travail qui s'appuie sur la question plus sur le pouvoir de l'imagination que le pouvoir de la représentation. Et suite à ce constat, j'ai eu le besoin, moi, donc c'est un peu un constat du désastre, ce premier travail, c'est un travail qui allie effectivement d'ailleurs photo et texte, puisque chaque image en fait ne raconte pas grand-chose en elle-même, ce sont juste des objets qui sont posés comme ça de manière très, très simple, très douce sur un fond assez neutre, et auxquels sont accolées des légendes qui correspondent pour le coup au nom, au prénom, âge, date de décès de chaque victime qui est liée à cet objet sur les années 2016 et 2017. Donc c'est vraiment un constat posé là d'une situation qui est assez désastreuse. Suite à ça, j'ai eu besoin de continuer à travailler sur ce sujet, mais d'une manière un peu plus positive, en cherchant justement à comprendre comment on pouvait sortir de ces violences une fois qu'on avait constaté que leur étendue. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Et donc j'ai développé 2 séries. Une série qui s'appelle Les monstres n'existent pas, qui cherche justement... C'est un travail que j'ai fait en prison avec des détenus qui sont donc incarcérés pour des questions de violence conjugale, mais qui sont engagés dans une démarche de réflexion par rapport à leurs actes. Donc ils font un travail reconnu par l'administration pénitentiaire de remise en question d'eux-mêmes, et donc qui cherchent en fait à déconstruire leur rapport à la violence. Donc l'idée, c'était vraiment de faire émerger des figures et des paroles de personnes qui ont fait des actes monstrueux, mais n'en sont pas pour autant forcément des monstres, et montrer qu'on peut, en fait, même du point de vue d'un auteur de violence, participer finalement à la solution et à l'évolution des choses. Donc c'est un travail de photo et de texte. Et en parallèle de ça, j'ai mené un autre travail avec d'anciennes victimes que j'ai fait dans un foyer d'hébergement qui prend en charge des très jeunes femmes de 18 à 25 ans qui ont vécu des situations de violence conjugale, intrafamiliale ou sexuelle. Et l'idée avec elles était de montrer qu'on peut se reconstruire après avoir subi des situations aussi terribles qu'elles soient, et montrer que les choses peuvent évoluer. C'est un travail qui parle de résilience et de reconstruction. Donc voilà, c'est trois séries qui sont à la fois un constat et ensuite des propositions d'évolution et de transformation de ce fléau. Et donc le livre rassemble de façon assez équilibrée un ensemble de photographies. On a aperçu un certain nombre d'images, à la fois des objets, des portraits de 3/4 de dos et des espaces vides d'humanité, au contraire non, mais enfin vides de gens, mais remplis d'humanité, et beaucoup de textes. Il y a vraiment un équilibre, on va dire, de moitié-moitié. Voilà. Donc beaucoup de témoignages qui sont parfois très forts, très profonds, très intenses. Dans un objet comme celui-là, quelle portée a-t-il, par exemple, vis-à-vis de ces détenus ou de co-détenus qui peuvent ensuite y avoir accès, mais également des accompagnants psychologues ou autres qui accompagnent toute cette communauté carcérale qui est parfois, souvent on espère, en reconstruction, en interrogation. C'est un livre qui est en fait presque un outil en fait, dont s'empare... C'est un travail, notamment le travail que j'ai fait en prison avec les détenus, c'est un travail qui est presque finalement dans une forme d'art-thérapie, et qui a été vraiment très soutenu par tout le personnel de l'administration pénitentiaire, parce que justement ça fait émerger des paroles qu'on n'entend jamais, et ça peut à la fois sensibiliser les personnes, le public, mais également les détenus au sein de l'administration pénitentiaire. Ça peut permettre de faire évoluer, avancer le questionnement. Ça fait émerger des choses qu'on n'entend jamais et qui peuvent contribuer à sensibiliser. Et c'est vrai que l'administration pénitentiaire était très en soutien de ce projet, puisque c'était un truc qui était très dur à mettre en place, et j'aurais pas pu le faire sans avoir ces soutiens vraiment très forts de personnes qui ont vraiment poussé pour que ça puisse se faire, notamment parce qu'elles voyaient tout le potentiel
de ce travail-là dans sa dimension vraiment de sensibilisation et de prévention et de réinsertion du coup. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est du coup qui va être présenté en prison, dans les bibliothèques de centres de détention. C'est un ouvrage également qui intéresse beaucoup au niveau de l'éducation nationale. Enfin, disons que c'est des travaux qui permettent qui sont un peu comme des outils de discussion et de sensibilisation. Ouais, et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'hommes lecteurs de ce livre, lecteurs, observateurs des images, mais lecteurs des témoignages de ces monstres, entre guillemets, qui ont des prises de conscience, alors non pas de leur propre, encore que, de la réalité de la faiblesse des hommes, peut-être face à ces situations-là. Ça permet aussi une prise de conscience. Alors une déconstruction, comme tu disais, mais aussi une prise de conscience de « Ah mince, mais d'abord ça existe, bon, c'est pas quelque chose... Enfin, ça existe à côté de chez moi, hein, ou peut-être en moi, hein, mais ça voilà, il y a une forme aussi, je dirais, d'accessibilité à travers un objet comme ça, qui raconte simplement, même si les témoignages parfois sont très violents, mais simplement les choses, qui les pose, et que c'est peut-être plus accessible que quelque chose qui reste inscrit dans les faits divers des journaux. Bah, complètement, et c'est des travaux qui demandent surtout en plus du temps, et c'est volontaire, c'est vraiment une volonté de ma part de ne pas faire des images qui soient accessibles en 2 secondes, et de faire des travaux qui demandent en fait à ce qu'on passe du temps pour comprendre l'image, et également pour rentrer dans le sujet. Les textes ont vraiment une importance, notamment dans les 2 dernières séries, les textes sont aussi importants que les images, ce sont vraiment des diptyques. Et l'idée, c'est vraiment sur un sujet aussi difficile, en fait, tout l'enjeu, c'est de créer de l'empathie, en fait. Et des fois, une image n'est pas forcément suffisante, et notamment passer par une image choc n'apporte pas forcément l'espace nécessaire, l'espace mental nécessaire pour se mettre à la place d'eux et comprendre et rentrer dans le sujet. Et je pense que sur des questions aussi difficiles, l'enjeu, c'est vraiment justement pour que les choses changent, qu'on se sente concerné, en fait. C'est vraiment tout ce qui... Et c'est en se sentant concerné directement, personnellement, qu'on peut, du coup, petit à petit, collectivement, être plus attentif, être plus sensibilisé, réactif. Et du coup, ces 3 travaux cherchent vraiment à ce que les gens qui regardent les images en exposition ou dans le livre s'arrêtent et rentrent dans le sujet et prennent le temps de se mettre à la place d'eux, imaginer... Donc le livre était vraiment un médium parfait pour ça, parce qu'effectivement en exposition, on a constaté récemment, ce travail a été présenté à Sète il y a 1 mois, et on a constaté que finalement, même dans le cadre d'une exposition, les gens s'arrêtaient vraiment pour lire les témoignages et passaient beaucoup de temps à rentrer dans les images. Donc ça fonctionne, mais une exposition, ça reste éphémère, et du coup le livre, pour le coup, le livre reste, quoi, et on peut l'avoir chez soi, et on peut le passer, on peut le recommander, et c'est un objet de diffusion qui est beaucoup plus puissant qu'une exposition au final. Merci beaucoup Camille, et merci pour ton engagement dans ce projet. Et donc ton livre, on peut le voir aussi également au Capitole dans le cadre de Arles Books Fair. Je crois que le cadre est posé là avec Camille et Aymeric, et c'est d'abord ces engagements d'artistes, hein, qu'on peut féliciter, mais donc qui donnent lieu à des ouvrages qui font manifeste. Delphine, tu es éditrice, mais tu es alors libraire. Ouais, alors c'est pas toi, voilà. Ouais, effectivement, je vais préciser d'où je parle. Sûr, je pense que c'est important. Je suis pas éditrice, je suis libraire. Donc j'arrive au moment de la transmission. D'accord. Et j'ai été bibliothécaire à l'ENSP, dans cette magnifique bibliothèque d'École nationale supérieure de la photographie qui est ici à Arles et pas à Paris, pour travailler avec les étudiants et pour être à nouveau dans la transmission. Donc moi, je suis celle qui met le livre dans les mains du regardeur ou de la regardeuse. Alors juste donc pour compléter la précision, donc Palais Books, Alors moi, j'ai créé les conditions pour que Palais Books existe, mais je ne suis pas l'éditrice, c'est Yann Linsart, l'éditeur. D'accord, ouais. Très bien. Parfait. Bah, donc c'est plus clair. Mais donc en tant que libraire, bibliothécaire puis libraire, puis en tout cas amoureuse du livre qu'il partage dans différentes directions, avant peut-être de parler des 3 livres que tu as choisi de mettre en avant, est-ce que tu peux juste peut-être parler de ton rapport au livre, mais précisément dans ce prisme-là de l'engagement qu'il peut donner sur certains sujets importants, politiques, de société Oui, bien sûr.
Mais je pense que être libraire, c'est un métier d'engagement. On ne devient pas libraire pour être riche et célèbre, absolument pas. On est libraire parce qu'on est passionné, parce qu'on aime les livres, parce qu'on a justement cette nécessité en nous-mêmes déjà de transmettre les œuvres de ceux qui ont eu la nécessité de les créer à d'autres. Donc on se trouve à constituer un ensemble d'ouvrages. Dans ma librairie, je choisis les livres pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais aussi pour ce qu'ils constituent ensemble. C'est-à-dire que de mettre Faire face et Ukraine dans le même ensemble, c'est politiquement quelque chose de signifiant. C'est créer, et puis d'autres bien sûr, c'est inviter les gens à, avec certains ouvrages, se reconnaître, se sentir accueillis, se dire ah, je suis chez moi, je reconnais quelques bouquins, je reconnais quelques auteurs, je me sens chez moi, et avoir la possibilité de leur mettre dans les mains des ouvrages qui vont leur permettre d'ouvrir les yeux sur certains sujets, leur permettre de se déconstruire, leur permettre de réenvisager des choses qu'ils pensaient avoir déjà réfléchies et puis leur ouvrir sur un nouvel axe de réflexion. C'est pouvoir éclairer un livre parce qu'il y en a un autre à côté. Donc repenser un livre plus ancien. Moi, dans ma librairie, je mets des livres d'occasion à côté de livres neufs parce qu'ils nous permettent, les livres neufs vont nous permettre de repenser des livres plus anciens ou vice-versa. Voilà, donc l'engagement, il est dans ce que je choisis, ce que je mets ensemble et à qui je le montre. Parce qu'effectivement, j'ai une jolie librairie toute neuve, bien décorée par Julie Barrault, merci à elle, ce qui fait que les gens rentrent volontiers, se disent « Oh là là, c'est joli ici », et puis ils peuvent tomber, bim, sur un livre qui va les bousculer un petit peu. Donc il y a toutes ces stratégies-là, tout est nécessité de transformer la société en transformant chaque personne qui passe le pas de la porte, une par une. D'accord. Et donc comment, dans ce travail que tu as... de plaisir que tu as fait dans le cadre du pré-jury. Est-ce que, alors d'abord de façon générale, est-ce que tu as identifié une tendance particulière de ce qui a été présenté dans le cadre du pré-jury? Et ensuite, précisément, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à cette notion de l'engagement et de la nécessité du livre manifeste chez certains photographes? Je pense que effectivement, photographe ou éditeur d'ailleurs. Voilà. Donc moi j'ai été invitée en tant que libraire à participer au pré-jury. Donc il s'agit de créer un ensemble qu'on pourrait dire curaté pour le jury final. Donc je n'ai pas fait ça toute seule, je l'ai fait avec Anoussin et Rémi Coignet. Rémi Coignet qui est critique et grand spécialiste historien de la photographie. Anoussin qui était la fondatrice, la créatrice de la bibliothèque de l'ENSP et qui en a été la conservatrice pendant des années. Donc c'est deux personnes qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des geeks du livre photo. Je me mets dans cette catégorie. Et il s'agissait d'embrasser 800 livres et de faire des piles pour créer un ensemble qui soit lisible. C'était le désir, la demande des rencontres, donc de créer un ensemble qui soit significatif de la production de l'année écoulée. Bon, voilà. Donc tu veux dire, quand tu dis significatif, donc qui en affirme des tendances, par exemple? Oui, c'est ça, effectivement. Et c'est passé au tamis, au prisme de qui nous sommes, nous trois, quoi, même. Hein. Donc, comment on travaille, si c'est ça la question? Oui, on va chercher les tendances. Oui, on va se dire, il faut absolument qu'on parle de manière inclusive. Voilà. Donc, qui sont les éditeurs qui ont proposé leurs bouquins? Est-ce qu'il y a des éditrices, des éditeurs, des autrices, des auteurs, qui écrit les textes, qui fait la traduction, qui fait les images, qui fait la mise en forme, qui crée le design? Et on a essayé de montrer comme ça un éventail des nécessités de la production actuelle. Et je pense que la plupart des livres étaient des livres engagés, vraiment. Même certains, il y a toujours des photographes qui vont parler de leur grand-mère, voilà. Mais si leur grand-mère est malade d'Alzheimer, eh bien, ça peut toucher un universel en fonction de comment ça a été évidemment mis en forme dans l'ouvrage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est très bien. Et tu peux aborder maintenant peut-être les 3 livres que tu as choisi d'évoquer ici. Oui, alors en bonne geek de la photo, quand tu m'as dit que tu peux choisir 3 livres, moi j'avais choisi 3 livres qui n'étaient pas dans la présélection parce que je suis toujours sur plus de livres, plus de diversité. Et donc j'ai resserré sur des livres qui étaient dans la présélection. Donc j'ai choisi le livre de Camille Towili, qui est une série publiée par Void. Donc ce sont
en quelque sorte des autoportraits. Donc la photographe est stripteaseuse. Elle travaille dans un peep show. Donc pour ceux ou celles qui sont savent pas ce que c'est un endroit où on vient voir un striptease. On met une pièce dans la machine, la vitre ou le rideau devient transparent, enfin la vitre devient transparente ou le rideau s'ouvre et on voit la stripteaseuse qui fait son travail. Et ce que propose là Camille, c'est de faire une petite réduction au client si lui aussi se déshabille. Donc il y a un travail sur la réciprocité, il y a une réflexion, je trouve, sur la distance photographique, de revisiter la question de la réciprocité dans la photographie, qui est quand même un sujet régulièrement visité, revisité, mais toujours intéressant à mon sens. C'est-à-dire que oui, le photographe prend une image, mais qu'est-ce que le modèle prend à son tour? Donc là, dans cet échange, il y a de la jouissance des deux côtés de la vitre, qui se fait dans un contexte de double consentement, c'est-à-dire que oui, elle est d'accord pour se déshabiller, lui est d'accord aussi, les deux sont d'accord pour être vus, voire encore plus pour être pris en photo, pour être ensuite publié. Donc moi, je trouve ce travail d'empowerment du corps féminin et masculin dans cette revisitation des enjeux photographiques particulièrement intéressant. Autre chose, le livre fait à peu près la taille d'une main. Donc il y a ce rapport charnel aussi quand on s'empare de l'objet, c'est-à-dire qu'eux deux tiennent dans notre main et deviennent deux silhouettes à la fois dans le jeu, la jouissance, la réciprocité, mais aussi un peu fragiles et, comment on pourrait dire, déposées dans nos mains. Et sais-tu pourquoi elle a fait ce projet au départ ? Non, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce projet. Je ne sais pas quelles sont ses nécessités à elle. Moi, je pense que le projet, à un moment, en fait, il échappe à l'auteur et il devient ce que moi, j'en vois. Et je trouve ça aussi intéressant que je puisse y mettre ma propre culture, ma propre expérience de la vie et que je m'en inspire. Ça, c'est tout le travail, en fait, que peut faire la fiction ou le documentaire. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que moi, avec qui je suis, comment je le lis. Donc moi, ce que je vous raconte là, c'est ce que je suis moi par rapport à la photographie. Peut-être que vous, si vous aimez ce livre-là, ça sera pour d'autres raisons. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment le projet, il échappe à son auteur, à son autrice en l'occurrence, et d'un seul coup, il fait partie de votre vie à vous. Et grâce à la fiction ou grâce au documentaire, vous enrichissez votre propre expérience, d'une expérience qui n'était pas la vôtre. Je ne suis pas stripteaseuse, j'ai jamais été, je serai peut-être un jour, on n'en sait rien. Mais là, j'ai l'impression de pouvoir en profiter. Elle m'offre la possibilité durant le temps de la lecture, d'un petit peu être elle, avec elle, et d'être dans ce jeu de miroir, de double miroir avec elle. Voilà. Et à ce titre-là, de façon générale, le livre photo a des dimensions infinies de perception. Absolument. Certainement. Voilà. Ensuite, tu as choisi de nous parler de Banktop. Ouais, alors c'est Craig Easton, donc c'est un photographe britannique, c'est publié chez Ghost Book qui est aussi un éditeur britannique. Banktop, alors est-ce que... Ouais, voilà, merci. La couverture est textile, très belle, c'est un livre assez grand, il fait à peu près comme ça de hauteur. On n'a absolument aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans. Alors on l'ouvre, et puis d'abord on est accueilli dans le livre par ce portrait absolument magnifique. Ce sont des portraits en noir et blanc, faits à la chambre, je crois, imprimés en trichromie noire, donc il y a une délicatesse dans les gris absolument incroyable, ce qui fait que le bleu des yeux de ce jeune homme, on a l'impression que la photo est en couleur alors qu'elle est en noir et blanc, quoi. Voilà. Et puis ensuite on a un texte, voilà, qui est entre cette photo précédente et celle-ci, on a un texte de Abdulaziz Al-Fifs. Et c'est un texte qui nous introduit dans la ville de Blackburn, qui est une ville pourrie d'Angleterre, une ville où il y a quasiment de la ségrégation, où vraiment c'est considéré comme le pire endroit en Angleterre pour vivre, parce que grosso modo il y a des Arabes, des Noirs et de la pauvreté, quoi. Bon, c'est pas la faute de la pauvreté, c'est toujours la faute des pauvres. Donc l'auteur, Craig Easton, décide de redonner de la dignité à cette ville qui est la sienne, donc il connaît.
Donc on entre dans le livre. Si vraiment on faisait le chemin de fer, on a d'abord une vue en paysage, en hauteur de la ville. On comprend que c'est une ancienne ville industrielle, avec les maisons toutes pareilles, avec des rues toutes droites, des baraques en briques toutes identiques. Et puis ensuite, on va rencontrer une personne, et puis deux, et puis il y a des portraits. Ça, c'est vraiment la fin du bouquin, une fois qu'on a bien fait connaissance avec le quartier. Donc il y a dans ce livre un accueil j'ai envie de dire, du visiteur. On rentre dans ce livre comme on pourrait arriver dans la ville, avec le meilleur guide possible, avec quelqu'un qui te dit, viens, moi je vais te montrer là. Ces gens-là, ils sont dignes. Ces gens, c'est toi. On est les mêmes. Sauf que, bon voilà, eux ils sont pauvres, toi tu l'es peut-être pas. Eux ils sont musulmans, toi tu l'es peut-être pas. Eux ils sont d'origine nord-africaine, toi tu l'es peut-être pas. Mais viens voir, on est les mêmes. Et on voit des familles, on voit des gens dans la rue ensemble, on voit des jeunes gens, des vieilles personnes, etc. Et la façon dont le photographe travaille, avec autant de la justesse de la distance aux personnes, est absolument pour moi incroyable. C'est-à-dire que c'est Walker Evans ou c'est Dorothy Lange qui a permis à Craig Easton de faire ce travail-là aujourd'hui. Alors avec la différence que lui est de cette ville, alors qu'eux ne l'étaient pas. Exact. C'est une valeur importante. Voilà, c'est ça. Mais c'est formel. C'est-à-dire que dans la frontalité, tu vois ce que je veux dire, dans la frontalité, dans cette manière d'être soi-disant objectif, on est totalement le ton cœur y fond, quoi. Tu le prends dans le ventre et tu te dis, ah la vache, mais en fait, oui, moi je vais prendre une semaine, je vais aller à Blackburns, je vais aller acheter mes pastèques chez machin. Oui, parce qu'il y a une humanité qui transperce à moi. Ça, c'est le pouvoir psychomagique de la photographie. C'est-à-dire que je sais que je suis devant une page de papier, je sais que je suis devant des dégradés de gris, il n'y a rien à faire. Quelque chose de la personne qui a été là, à fleur, pour toujours. Et ce voyage dans le temps et l'espace est pour moi, oui, une nécessité. En tant qu'être humain, j'ai besoin de pouvoir me connecter, et grâce au photographe, je peux le faire, à cette altérité, et qui me nourrit énormément. Alors tu as abordé aussi une autre chose, c'est un livre... alors il y a de la trichromie, etc., ça c'est un peu sophistiqué, mais dont la maquette est assez simple. Ouais. Hein, on le voit sur cette double page là, c'est-à-dire que l'image est là, elle est posée sur un papier qui est peut-être un tout petit peu ivoire, enfin peut-être pas un blanc immaculé, mais voilà, et puis on est juste, voilà, et ça c'est important aussi dans la conception d'un livre, hein, savoir, alors il y a des livres très sophistiqués qui en ont la nécessité, et au contraire il y a des livres qui vont avoir cette pureté de simplicité qui est aussi nécessaire pour entrer dans cette altérité. Oui, je trouve que le livre se fait transparent pour laisser passer les images. Il est faussement simple et classique. En fait, tout est pensé dans ces détails de qualité. Tout est fait pour laisser exploser la puissance des images de Craig Easton. Oui, je précise que la simplicité n'était pas une critique. Non, bien sûr, mais ça méritait d'être précisé, je suis d'accord. Voilà. Ouais. On passe au suivant, peut-être. Exactement. Scum Manifesto. Alors, Justine Kurland décide de désherber sa bibliothèque et de transformer les ouvrages de photos qui ont été faits par des hommes blancs cis et qui ont contribué à établir les standards inatteignables imposés aux femmes. Donc, elle dépouille des bouquins. Elle fait ce geste... comment dire, on n'a pas le droit d'abîmer les livres, hein. C'est pas bien. Bon, elle le fait quand même. Elle s'avance vers ses livres avec son scalpel et en fait, elle arrache le corps du livre de la couverture. Elle va foutre en pièces toutes les images du corps du livre, garder la couverture comme un fond pour travailler et recomposer les morceaux de corps qu'elle aura découpés en collage à l'intérieur. Donc on voit les déchets, on voit tout le travail. La couverture sert de manifeste. Donc sur la couverture du livre, il y a un texte très engagé, très direct sur comment elle appelle la sa démarche. Sur sa démarche, c'est ça. Et ce sera tout. Voilà, vous avez tout à partir de la couverture. Maintenant, vous décidez d'ouvrir le livre ou pas. Vous êtes prévenus. Et vous allez voir de la charpie de bouquins. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement créatif et jouissif dans sa démarche à recomposer, à reconstruire donc les anciens stéréotypes. Donc parfois, on reconnaît bien de quel bouquin elle s'est vengée.
parfois ça n'a pas vraiment d'importance. On va avoir une unité de couleur, de forme. On va pouvoir apercevoir la manie d'un photographe. On peut penser à des photographes qui photographient beaucoup, je ne sais pas, moi, les seins ou les jambes, voilà. Et elle, voilà, c'est ça. Voilà. Et elle en fait des espèces de tourbillons comme ça. Et moi, j'ai vraiment joui de cette vengeance qu'elle a eue rétrospectivement. C'est pas grave d'avoir aimé des livres dans les années 70-80 de photographes. Allez, on va dire personne pour fâcher personne en particulier, pour stigmatiser personne, mais c'est pas grave. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le statement, c'est, voilà, alors maintenant, ok, on commence la déconstruction, on commence à repenser les choses, alors on y va, quoi. Et elle est publiée par Mac, qui est aussi un éditeur britannique avec un gros tirage, une super grosse diffusion. Donc c'est hyper important que ce genre de livre puisse bénéficier d'autant de visibilité et de possibilité de tomber dans les mains de tout à chacune. Merci beaucoup Delphine. On est là on touche là à la fabrication du livre, voire la déconstruction et la reconstruction. Donc sans transition, j'en viens à toi Léa. À Bourdin, donc comme je l'ai dit, artiste et éditrice, exposée ici, si je ne m'abuse, à Croisière. Ton expo est à Croisière, c'est bien ça. Voilà. Et alors, on ne va pas parler de ton exposition qui n'a pas encore donné lieu à un livre, que ce sera peut-être le cas à un moment donné, mais je vous encourage à aller voir l'exposition. Mais un livre d'artiste. On n'a pas encore tellement parlé de la notion de livre d'artiste, vraiment de livre-objet, qui s'appelle Holt, dont tu vas nous parler, que tu as réalisé avec l'artiste Thibaut Brunet, et qui interroge par sa fabrication, sa conception même, une problématique environnementale importante. Oui. Alors, merci vous trois, c'est super. Moi, j'étais en train de m'amuser, j'avais l'impression d'être dans le public, donc j'atterris un peu. Je viens de me prendre des claques, je suis super contente. Alors, ma maison d'édition, elle s'appelle Mille Cailloux, et je ne suis pas seule à sa tête, parce que c'est quand même chouette de pouvoir discuter de livres avec quelqu'un, et donc on est deux avec Jessica Martinato. Voilà. Bonjour Jessica qui n'est pas là. Mais elle n'est pas là, elle est à Paris en train de continuer de travailler sur la publication des prochains livres. J'ai choisi de vous présenter le 3e livre qu'on a édité. On peut l'appeler un livre, on peut l'appeler une sculpture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. C'est par le fait qu'on n'a pas réussi à l'appeler au début. On n'a pas su quoi lui mettre comme étiquette. Et comme Mille Cailloux, on avait décidé que ce serait une maison d'édition destinée à des projets fous. Celui-là, on a pensé que c'était un bon début pour commencer. Alors, Holt, comme vous le voyez là, c'est un livre dont la tranche a été sculptée dans la matière du livre pour qu'on puisse retrouver les reliefs de la falaise dont le livre parle. Donc il est beaucoup plus haut qu'un livre normal, d'où le grand débat sur est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est une sculpture. Il en existe 2, vous allez voir des reliefs différents. C'est Holt nord-ouest et Holt sud-est. On les voit là, si je ne me trompe pas, ils sont côte à côte, mais je ferais mieux de regarder là. Et Holt, c'est une falaise qui est en Picardie, qui est une des plus grandes falaises d'Europe. C'est une falaise qui regarde la Manche. Et il se trouve que c'est une falaise qui est une falaise de craie et donc qui s'effondre petit à petit. Et là, le relief que vous voyez là est déjà très très différent du relief que vous pourrez y voir maintenant. Puisque pas plus tard qu'en février dernier, il y a un énorme pan de la falaise qui s'est effondré, qui témoigne à savoir que la ville de Holt est vraiment sur le bord. Et c'est très impressionnant d'imaginer, en fait, elle témoigne de cette idée du bord d'un territoire, de la perte du bord de ce territoire et de l'avancée inexorable des choses dans l'effondrement, et on parle maintenant de montée des eaux. Donc ce que j'ai aimé dans le projet de cet artiste, donc Thibaut Brunet,
c'est qu'il a scanné la falaise, donc avec un laser de télédétection, pour en reproduire chaque aspérité. Il y a plus de 2000 pages, et quand on consulte le livre, on n'y voit que des points de scan 3D. Je pense que vous avez tous et toutes en tête cette façon de représenter la 3D. Et donc c'est comme si on avait le nez collé dans la falaise, on voit tout et rien à la fois. Ça témoigne aussi d'une impossibilité de retranscrire cette espèce de grand souffle et d'immensité quand on est en bas de cette falaise. C'est magnifique, je vous invite à aller la voir. Et quand on referme le livre, on a ce même lieu en tout petit et on est tout d'un coup beaucoup trop grand pour l'apprécier encore. Et donc ce que j'aimais bien, c'était aussi ce jeu de, en fait, on n'arrivera pas à vous restituer cette falaise, mais on a essayé. Et ce qu'on a essayé aussi, c'est de marquer un moment, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au début, tous ces reliefs qu'on voit là et qu'on peut, si on est face au livre, apprécier même en les touchant. Ils sont à la fois trop petits ou trop grands, mais en tout cas, ils n'existent déjà plus. Alors, on est dans une démarche photographique au départ d'un artiste, dans un défi technique et technologique pour réussir à fabriquer, je crois, ce livre au laser, etc., dans différentes circonstances, oui. Qui n'étaient pas évidentes, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'a été perçue cette dimension, donc il y a la dimension artistique, mais cette dimension politique de l'objet, environnementale sur cette question. Alors, est-ce que ça a été considéré principalement comme un défi technique et artistique, ou est-ce que cette portée politique a réussi à passer à travers cet objet d'artiste ? En gros, quel est aussi le rôle de l'objet d'artiste dans ce type de problématique sociale, politique, environnementale ? Quel rôle ça joue ? Alors, Delphine l'a dit de manière beaucoup plus jolie et plus impactante que ce que je vais dire là, mais en fait, c'est un livre qui est très très beau, qui a une façon de séduire. On a envie de s'en approcher, on a envie de savoir ce que c'est, on a envie de l'ouvrir, de comprendre. Et donc, pour moi, c'était une manière aussi pas de piéger, mais d'amener les gens à la discussion autour de cet endroit. C'est pas vraiment un endroit touristique, c'est pas un endroit très photographié. Et le fait d'avoir fait ce livre, en plus le papier, il est pas découpé au laser, il est attaqué à la fraiseuse CNC. Donc il y a vraiment une fraiseuse qui vient descendre dans le livre et qui attaque le livre alors qu'il est fini. Donc je vous laisse imaginer, pour une éditrice, c'est très très dur à imaginer. Mais voilà. Et donc il y a une espèce de velours qui est fait par l'attaque de ce papier, d'autant qu'on a travaillé les impressions pour qu'on retrouve les strates de la falaise, donc on comprenne que cette falaise elle a un temps géologique qui est impossible à comprendre nous avec notre cerveau d'humain. Et une fois qu'on est devant et qu'on a eu envie de le toucher, de l'ouvrir, et qu'on comprend qu'on n'arrive pas à englober ce paysage, là, la discussion peut être faite. Et c'est là où on peut parler d'engagement politique, puisque l'engagement de Thibaut Brunet avec cette œuvre, c'est de vouloir... Alors, on est sur une folie, j'essaye de le calmer un peu, mais de vouloir documenter tous les bords de la France. Et d'avoir donc comme ça une espèce d'encyclopédie impossible de tout ce qui est de l'ordre du bord du territoire. Voilà. Donc il va en sortir 2 autres qui s'appellent 800. Donc en plus c'est vraiment juste à côté d'Ault. Hein. On est sur du pas de fourmis qui vont être présentés à Paris Photo et dans une exposition en novembre pour Art Collector. Mais l'idée aussi, c'est d'être très simple dans la présentation. Donc ils seront toujours sur ce même papier gris. Vous voyez, la reliure, elle
elle ne vole pas. En fait, il y avait toute une discussion aussi de ne pas voler la vedette à cette tranche magnifique. Donc, comment la reliure s'efface aussi. Moi, je vous parle technique, éditrice, je suis désolée. C'est important, ça fait partie des choses. Voilà. Non, merci beaucoup Léa, c'est très bien. Merci. Ouais. Le livre, on peut le voir non pas ici, mais on peut le voir à la Galerie Binôme, je crois, à Paris. Hein, oui. À Paris Photo, à la Galerie Binôme ou sur demande. Voilà, parce que c'est effectivement important, pour le coup, là on voit les images, mais d'en apprécier la matérialité, les volumes et la texture. Merci beaucoup. Sergio, merci de ta grande patience légendaire. Donc Sergio qui présente donc ici à la chapelle Saint-Martin du Méjean l'exposition Forêt géométrique, lutte en territoire Mapuche. Alors on ne va pas là parler de ton exposition, je m'en excuse, mais te remercier d'avoir participé toi par contre au jury. C'est ça, toi tu n'étais pas au pré-jury mais au jury. Hein, voilà, exactement. Alors que Delphine était au pré-jury donc du livre. Donc d'abord de la même façon, alors toi tu n'es pas éditeur ni libraire, mais artiste et commissaire. Ça m'intéresse dans un premier temps d'entendre un peu comment tu ressens le livre de façon générale et ensuite précisément par rapport à cette question de l'engagement. Et puis après on parlera des 3 livres que tu as choisi de mettre en avant. Oui, donc bonjour à tous. En fait, je vais parler comme membre du jury plutôt que comme commissaire d'exposition. Donc je vais quand même j'aimerais d'abord commencer par pas un historique, mais moi-même étant le jury, je suis allé voir à peu près les 5 ans qui sont dépassés ou qui sont passés avant justement du prix, et voir à quel point ce prix, quelles sont les catégories et comment elles se sont créées. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail encore à faire. Moi, je vois, par rapport à ta question, je vois le livre comme un objet qui est venu percer peut-être la petite bulle du monde de l'art dans ces murs blancs qu'on a souvent parlé, hein, ce white cube qui a été percé par des livres. On voit à quel point les livres aujourd'hui ils sortent de ce carré. Et ils arrivent dans nos mains, comme Delphine l'a bien partagé avec nous. Par rapport au prix de livre, je suis assez étonné par la quantité de livres qui proviennent de l'Europe. On a reçu un graphique quelque part, il y avait 80% de livres qui viennent de l'Europe. Moi-même, étant sud-américain, je viens du Chili, je trouve que c'est quand même... je dirais aberrant, et puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on commence à travailler. C'est-à-dire que, mais certes, j'en ai discuté avec des différents éditeurs de l'Inde, hein, pas de l'Amérique du Sud, le prix d'envoi et tout ce qui est donc cette dynamique de envoyer jusqu'à Arles un livre, je pense qu'il faudra trouver des solutions puisque le prix n'est pas représentatif d'un international comme il se veut. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter plus tard pour des options. Je pense qu'elles existent. Et je pense que c'est extrêmement nécessaire qu'on arrive à trouver plus de pays qui soient représentés dans ce prix de livre. Personnellement, dans mes choix, moi je suis chercheur, donc j'ai fini mon doctorat l'année dernière à l'école de Arles, donc l'ENSP. Et là, pour le choix que j'ai fait, c'était plutôt de commencer avec l'idée du texte, quelque part. Voilà, donc Dark Mirrors de Stanley Wulukao Wanamba, de MacBook, donc une maison d'édition à Londres. Personnellement, j'ai un peu du mal avec la notion du coup de cœur. Je pense qu'un coup de cœur, c'est très personnel. Et je pense que les livres, des fois... c'est le contexte qui a besoin d'eux. C'est pas vraiment le coup de cœur du jury qui décide. Moi, j'aime celui-ci ou celui-là. Personnellement, par rapport à Stanley, je pense qu'il il vient nous donner pas un point final, mais quelque part un point de virgule dans toute cette discussion qui est la représentation des corps opprimés, et quelqu'un qui lui-même étant de Ouganda, c'est britannique-ugandais. Privilégié, hein, il est universitaire quand même, mais il vient nous donner voilà, comme je vous dis, un point virgule avec 5 ans d'écrit, de recherche. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une conférence avec lui, d'en parler. C'est vrai qu'au moment de Black Lives Matter, il reçoit, comme par hasard, le lendemain, des invitations de partout pour écrire d'ici, là-bas.
Et en fait, il me disait que lui-même, étant très conscient de son couleur, hein, de sa provenance, il leur demandait aux maisons d'édition, aux revues, d'abord combien de personnes de couleur ils avaient présenté, combien de personnes opprimées ils avaient donné la possibilité d'écrire. Et une fois que ce mail de retour arrivait, ils prenaient la décision. Pour la plupart des maisons d'édition, ils n'avaient pas de mail de retour. Donc, vous imaginez à quel point, pour moi en tout cas, il me semble qu'il faut vraiment faire attention avec ce sujet qui est donc la représentation des corps opprimés, et qu'il ne faut pas justement leur donner une visibilité de 2 ou 3 jours, parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que la discussion est beaucoup plus complexe que ça. Pour le coup, le livre de Stanley, qui était donc nominé au prix historique, il n'a pas été choisi. Moi, je me suis battu pour ce livre, dans le sens où je crois qu'il est vraiment nécessaire, que le contexte a besoin de lui. Après, on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce que c'est un livre historique, et pourquoi un livre est historique ou pas? La plupart des livres historiques, dans ma petite recherche, est souvent attribué à un travail qui est fait avec une grande institution, vraiment, et il a quand même je dirais un dessin à l'intérieur du livre qui, par exemple, les notes de bas de page ou toute une bibliographie est, je dirais entre guillemets, nécessaire, et c'était pas le cas pour Stanley. C'était juste 6 ans d'essais qui sont présentés dans ce livre, qui même sans je dirais sans cette, c'est pas une esthétique, mais sans ce travail universitaire, il aurait bien mérité au moins une mention. Maintenant, je vais passer à donc Desideria Nuntia, c'est Smith, un des diplomates, et donc Palais Books à Arles. C'était unanime, hein, c'était quelque chose de assez. Je vous ai dit, hein, je parle depuis le jury, mais je ne représente pas tout le jury. C'est moi personnellement qui était présent. Je vous raconte un peu les anecdotes. Je pense que c'est important aussi, hein, que les livres reçoivent ou pas un prix, et que comme membre du jury, on pourrait leur renvoyer, hein, les raisons pour lesquelles soit ils ont été sélectionnés ou pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir aussi travailler. Donc, Smith et les diplomates, c'est déjà un livre collectif. Et c'est ça que ça a été assez important. Il manque quelqu'un, non? Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui manque. Donc, dans la couverture, vous allez voir les 3 personnes, parce que ça, j'ai trouvé assez étonnant. Plusieurs livres qui arrivaient, ils disaient collectif. Nous, on a reçu une petite feuille de papier où ils nous annoncent qu'ils sont collectifs, mais en fait, il n'y a pas vraiment de collectif à l'intérieur. On voit vraiment le colophon et on voit tout de suite que ce n'est pas collectif. Ce n'est pas le cas de Desideria Nuntia. C'est un travail qui a été exposé à Arles l'année dernière, et donc un travail de Yann Lanzar. Pour moi, un livre qui est vraiment un manifeste qu'un autre monde peut exister quelque part. C'est vraiment hybride, poétique, dense et profond. En fait, c'est une table de travail qui est déployée petit à petit dans ce livre. Elle nous donne certains livres qui, moi, parlant avec Yann, je trouvais toujours que c'était comme une façon de comprendre une œuvre. C'est là où je trouvais qu'il y avait une œuvre qui est difficile, hein, des moments pour certains publics. Le travail qui font c'est quoi les désidérates, Désidéré, voilà. Oui, ça veut dire la messagère de la désidération. Exact. Donc un travail nécessaire, et en même temps dans le jury, il y avait une très belle discussion que je profite de partager. C'est donc le fait que déjà c'est un livre qui est donc imprimé à Arles, hein. Moi je crois que pour moi pas imprimé, donc c'est ça. Et il est imprimé en Lituanie, les inserts ont été faits à Arles. Voilà. Donc, le rapport à ce livre, c'était, pour moi en tout cas, de se demander quel est le message que le prix donne, au-delà du contenu du livre. Et le message ici, c'est de dire, voilà, vous avez un livre, vous êtes une jeune maison d'édition, on a besoin de plus de livres, allez-y, et donnez l'espoir, dans le sens où n'importe quelle maison d'édition pourrait éventuellement, avec un livre, gagner le prix phototexte. Là, comme Delphine disait bien, donc les inserts qui ont été imprimés
à Arles, ce qui était assez beau dans la discussion, c'est aussi le fait que cet espace était donc une très 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 ancienne librairie. Hein. Je pense que Delphine pourrait raconter un peu plus. Moi, je ne vais pas m'attarder là dans cette histoire. Mais donc, apparemment, anciennement en France, il y avait des imprimeurs à l'intérieur de librairies. Et donc, les livres sortaient. Et ça, c'était un symbole assez beau, je dirais, de retrouver dans le livre non pas que ce qui est le travail des artistes, mais aussi toute la politique qui les entoure. Il y a aussi, donc, par rapport à le fait qu'il soit un livre arlésien, on a quand même pas mal passé du temps à voir, par exemple, le MacBook, où il y en avait une série énorme de livres, donc il fallait faire attention aussi au moment des choix. Et il y a l'environnement qui l'entoure, comme on le comprend bien. C'est aussi un livre qui a une dimension, tu l'as souligné, mais c'est important, très pédagogique, je ne sais pas si le terme est bon, dans un travail qui est très conceptuel d'une certaine façon et presque futuriste, donc un peu abscon pour certains peut-être dans une compréhension, et le livre va avoir cette fonction de passeur quelque part de toutes ces théories, de toutes ces réflexions conceptuelles et artistiques. Oui, je suis d'accord avec vous, même si, encore une fois, vu que c'est un livre d'artiste, il y a quand même toute une poésie à l'intérieur, surtout dans ces feuilles qui vont venir se filer quelque part à l'intérieur, qui nous permettent d'entrer en travail pédagogique. Je ne sais pas sûr si c'est le bon mot, mais avec une certaine pédagogie en tout cas, oui, pour rencontrer cette œuvre. Et ensuite, tu as choisi de nous parler de Arato Tesura Pistola. Oui, ça c'est un livre qui m'a surpris. La plupart des livres, ils sont chargés de quelque chose de difficile, d'obscur. Certes, on est dans un moment de conflit dans le monde, mais ici, il y a un travail aussi collectif, c'est un travail de famille qui m'a surpris par l'espoir, en fait. Ça m'a vraiment remué personnellement, ce travail d'un père avec des enfants qui vont dessiner. C'est peut-être simple, moi je trouve aussi c'est facile quelque part on fait dessiner des enfants et il répond à des images. Mais dans l'ensemble de livres, il y avait pour moi ce côté de l'espoir, quelque part cette jeunesse qui va peut-être changer le monde un jour, puisque je ne crois pas que ce sera nous qui vont le faire. Et à l'intérieur de ce livre, il y a tout ce le jeu, la découverte et le plaisir quand même de s'amuser avec son père et faire des images, je dirais, amusantes et en même temps un tout petit peu terrifiantes, quoi. Il y a quelque chose de beau mais de monstrueux en même temps. Le titre donc traduit, c'est Souris, ciseaux et pistolet. Donc c'est le travail de Pedro Guimaraes et ses enfants. Aussi un livre d'artiste, quelque chose que j'ai pas mal remarqué dans ma petite recherche de 5 ans, des 5 ans des prix. C'est que la plupart des livres photos des auteurs, c'est pas des photographes qui gagnent, sinon c'est des artistes. Les photographes, vraiment, on pourra passer des heures à dire pourquoi un photographe ou artiste, mais bon, c'est pas le moment. Mais la plupart des photographes, c'est des livres historiques, donc des photographes qui sont déjà morts, qui vont avoir le prix. Merci beaucoup Sergio. Alors pour prolonger un petit peu ça, j'aurais juste une dernière question. Est-ce que ces livres d'artistes ou ces livres un peu engagés particuliers sont suffisamment utilisés, exploités dans l'apprentissage de l'image, dans l'éducation précisément? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, alors ici ou ailleurs, en France ou ailleurs, à utiliser davantage ces objets comme des outils d'échange, pour le coup de pédagogie ou de rencontre avec le monde, de rencontre avec un certain nombre de problématiques? Est-ce que ce n'est pas des clés d'accès pour tout ça et peut-être sous-exploitées? Personnellement, je pense que oui, non seulement les livres, mais aussi les expositions. Moi, je l'ai vu en faisant ma recherche. Je me suis rendu à quel point l'université ou le monde universitaire ne va pas compter, par exemple, les expositions ni les livres de photos comme des publications. C'est-à-dire que nous, on est qualifiés par la quantité de papers, des écrits qui sortent, mais les expositions ne comptent pas. C'est-à-dire que là, il y a quand même un énorme travail à faire pour qu'on comprenne quand même, et c'est peut-être la défense, le côté politique de tout ça, c'est de dire une exposition, un livre photo, oui, il y a du savoir, oui, il y a la connaissance, et oui, on peut apprendre et lire. De toute façon, à l'intérieur d'un livre, il y a une grammaire, une conjugaison, les artistes sont
sont vraiment des poètes quelque part, hein, qui travaillent avec des images. Donc à ce sujet-là... Et les artistes et les éditeurs, pour le coup, qui conçoivent aussi les objets. Qu'est-ce qu'en pense une libraire de cette question-là? La question de l'éducation à l'image? Oui, l'éducation, enfin, du rôle que peut avoir le livre dans cette pas que dans l'éducation à l'image, dans le rôle que peut avoir le livre dans la société au sens du livre photo, ou d'artiste ou du livre photo traditionnel. Moi, je ne peux que croire que le livre photo, le livre en général, est un produit de première nécessité. Si on regarde la TVA du livre, elle est à 5,5. Produit de première nécessité, c'est 5%. On n'est pas sur des objets à 20% de TVA. C'est... Enfin, consensuellement, le livre est un produit de première nécessité. On en a absolument besoin. Pendant le confinement, d'abord, les libraires ont été fermés, les librairies ont été fermées, puis ensuite on s'est dit « Ah non, en fait, on en a besoin !» Et on a réouvert les librairies. Oui, évidemment. Après, sur la question de l'éducation à lire les images, comme tu le dis, Sergio, les images ont une grammaire. Et ça, en fait, je trouve que c'est assez, malheureusement, absent de l'éducation, en tout cas qu'on a en France scolaire. On n'apprend pas à lire les images. Moi, quand je fais de la pédagogie, quand j'ai des stagiaires, quand je travaille avec des gens qui doivent manipuler des images, on regarde un livre ensemble, je dis alors ton image préférée, elle est en verticale ou en horizontale? Ils savent pas. Parce qu'on n'a pas appris à s'arrêter sur l'image, à la décrire vraiment, et à pas juste avoir une attitude passive avec ça. Mais et je pense qu'il faut absolument reprendre Daniel Arras, on n'y voit rien, et déjà commencer par ça, et ensuite se dire alors qu'est-ce qui se passe pendant la lecture d'une image? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je crois voir? Vous savez, c'est un peu comme quand on conduit une voiture, quand on est très habitué sur un chemin qu'on connaît par cœur, on arrive à la maison et puis on ne se souvient plus du chemin. Ben, c'est exactement ça. Donc en fait, il faudrait être super actif pendant la conduite, tout comme qu'on est dans la conduite de la lecture d'une image. Et là, on ne se fait pas... Parce que c'est notre sens directeur, la vue, en vrai. Et si la publicité, si sur Instagram, vous ne voyez pas que vous regardez de la publicité, bah, c'est que vous vous faites avoir par les images. Donc, en fait, il est crucial d'arrêter de se faire avoir par les images et d'être actif dans la lecture des images. Merci. Aymeric, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il a une dimension... C'est quelque chose qui a une dimension beaucoup plus intime, où on peut vraiment prendre le temps. Souvent dans les expositions, on est un peu pressé par le temps, on va souvent s'arrêter sur les images et rarement sur le texte, alors que dans le livre, on peut prendre le temps de lire le texte, on peut le fermer, y revenir plus tard, le re-regarder. Et je trouve que par rapport au côté éphémère que peut avoir l'exposition, le livre a ce quelque chose de périn. C'est, on dit les paroles... les paroles partent, les écrits restent, et je pense que le livre, c'est aussi garder une trace, garder une trace pour l'histoire aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, en fait, cette dimension-là. Merci. Merci à tous les 5. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser aux uns, aux unes et aux autres. Hein, alors s'il n'y a pas de questions, je vous invite à faire plein de choses aujourd'hui, à aller à la librairie du Palais, qui était un vieil endroit redesigné avec plein de belles choses à découvrir, à aller dans tous les lieux du livre, tous les autres lieux du livre photo arlésien, notamment le Arles Books Fair, qui a 2 lieux, le Capitole et le Collège Saint-Charles. Il y a d'autres espaces aussi dédiés aux livres, aux livres photo un peu partout dans Arles. Et voilà, et à aimer tout ça, c'est aimer les travaux de ces éditeurs qui essaient de partager, des éditeurs ou libraires d'ailleurs, ou artistes, qui essaient de partager tout cet amour et cette importance du livre photo comme on a essayé d'en parler aujourd'hui. Merci à tous les 5. Merci Vincent, merci Vincent. Merci à tous.